deux viennent d'Espagne et l'une vient de Bordeaux. La première présentation est assurée par Carlos Roncero. Je mentionnerai juste que Carlos Roncero a été pendant longtemps à Barcelone, où il a été un élève, où il est un élève de Miguel Casas. Et depuis un an ou deux maintenant, il est à Salamanca, où il est le patron de la dictologie hospitalière et universitaire. Carlos. Yeah, that's it. So this is backwards. Yes. Merci beaucoup. Me han dicho que puedo hablar en español, entonces hablaré. On m'a dit que je peux parler en espagnol, donc c'est ce que je vais faire. La première chose que je vais faire, c'est donc remercier vivement le docteur Godel, le docteur Agliese également de m'avoir invité à participer dans ce symposium et dans ce meeting qui appelle un grand intérêt scientifique. Bien, comme je le disais auparavant, il y a 2 ans, je me suis déplacé depuis la ville de Barcelone à Salamanque. À Barcelone, comme certains vous le savez, je m'occupais de l'unité duel dans l'hôpital Vall d'Hebron, et à Salamanque, je m'occupe d'un service de psychiatrie qui, heureusement pour moi, nous avons une unité très puissante d'addiction et de pathologie duel, avec une unité d'accueil, de dosification et de stabilisation, une unité ambulatoire, et maintenant nous sommes en train de commencer avec un programme ambulatoire de pathologie duel. Je dois vous dire que Salamanque aussi, pour ceux qui ne le savent pas, une ville très universitaire vieille de plus de 8 siècles, et nous avons des endroits très jolis à visiter également hors de l'université. Tel est le cas justement de la mairie de jour et de nuit que vous voyez sur l'image. Ceci dit, c'est un conflit d'intérêts. Je vais à présent, je vais parler de médicaments, et je voudrais aussi vous indiquer que l'étude que je vais vous présenter, ces résultats, ont été financés par les laboratoires Indivior. Et tout ceci a commencé il y a 5-6 ans, où un groupe de professionnels de différents centres et hôpitaux, nous avions envisagé depuis le point de vue théorique combien coûtait le traitement d'un patient dans un programme réel avec de la méthadone et avec de la buprenorphine naloxone. Rappelez-vous qu'en Espagne, nous n'avons pas la buprenorphine seulement. Il y a un mélange, une combinaison avec la naloxone, et combien ça coûtait dans le monde réel que traiter ce type de patient, non seulement avec les médicaments, mais tout ce qui comprenait aussi le traitement, la prise en charge et aussi autres infections associées. Eh bien, nous avons conclu que finalement, que bien qu'en Espagne, la méthadone est bien plus bon marché que la buprenorphine naloxone, le médicament, mais quand vous ajoutez tous les comorbidités et toutes les autres questions associées avec ce type de patient, finalement, le traitement avec de la buprenorphine naloxone est beaucoup plus bon marché qu'avec le traitement avec que de la méthadone. Et évidemment, hormis le temps qu'il faut effectivement de préparation avec les patients pour préparer la méthadone, il faut tout ce qu'il faut faire pour qu'on parle de doses élevées, les électrocardiogrammes, etc. Vous savez que la méthadone, en principe, dans ces doses élevées, il nous faut faire des électrocardiogrammes de temps en temps. Combien coûte aussi le suivi et le transport et la sécurité de la méthadone. Enfin, nous avons tout compris ces éléments, et nous avons conclu donc finalement que ce qui semblait être plus cher finalement est plus bon marché que faire justement ce traitement avec du buprenorphine naloxone. Tout ceci avait été un exercice théorique avec toute une série de professionnels qui
se sont réunis avec des pharmacoéconomistes et par le biais de certains tableaux et de formules, nous avons analysé les coûts, mais il nous restait le monde réel. Et que se passe-t-il effectivement et quels étaient les frais qu'il fallait effectivement faire avec tous ces patients présentant une dépendance aux opiacés. C'est là où apparaît ce projet Costedopia, qui veut dire coût de traitement d'opiacés. L'acronyme que nous avons inventé, c'est donc le Costedopia. Et à présent, je vais vous parler de cette étude comme Costedopia. Et c'est là où nous avons demandé de l'aide et un support, évidemment, au laboratoire Indivior et qui, grâce aux dieux, ils nous ont aidés pour le développement de cette étude. C'est une étude d'observation, de rétrospective multicentre. Ce n'est pas un essai double aveugle, c'est véritablement un essai dans le monde réel avec deux groupes, l'un avec de la buprenorphine, naloxone et un autre avec méthadone avec des patients qui avaient au moins 12 mois en traitement, c'est-à-dire des patients qui n'étaient pas en train de commencer mais qui effectivement avaient déjà commencé un certain temps de traitement. Nous avons essayé, puisque l'objectif était d'avoir 100 patients dans chaque groupe, et comme c'est une étude multicentre, et ceux qui ont participé, vous le savez toujours, dans ce type d'études, il y a toujours de plus en plus de patients. Finalement, nous avions 203 patients. On avait commencé avec 204, mais il nous a fallu en exclure un. Et nous avions 101 patients dans le groupe de buprenorphine, naloxone et un autre dans la méthadone. Et c'était un peu la pratique clinique réelle. Les critères d'inclusion étaient des patients âgés de plus de 18 ans. L'âge moyen, après je vais vous le montrer, mais que vous ayez, c'était de 46 ans, donc des personnes qui ne commençaient pas avec l'addiction. Ils suivaient déjà depuis de longues années des traitements, des patients évidemment avec les DSM, c'était de 4 et 5 dans le diagnostic et ils devaient affirmer également effectivement une acceptation formelle. Et même si c'était une étude qui allait évaluer toute son historique et ses données physiques ou encore dans les systèmes informatiques où il y avait des données, le jour où ils acceptaient de participer, on leur passait une série d'échelles et ils devaient évidemment signer un accord. Et on devait exclure évidemment des personnes qui ne pouvaient pas lire ou qui avaient des maladies non contrôlées médicales et qui ne pouvaient venir faire cette étude hormis les opiacés, des patients qui devaient réunir une histoire clinique complète ou des patients qui ne souhaitaient pas directement participer à cette étude. L'objectif principal était d'évaluer combien coûte dans le monde réel un traitement avec deux médicaments agonistes opiacés. Et évidemment, nous avons révisé, nous avions d'autres objectifs, le numéro d'hospitalisation, de ressources, les rechutes, les coûts dérivés de la comorbidité. Nous avons également analysé les données sociales, aussi l'adhérence, la qualité de vie et aussi la satisfaction avec ce traitement. Nous avons utilisé des études de Morisky Green pour l'adhérence. Ensuite, nous avions également un protocole ad hoc pour les ressources et les coûts associés où on pouvait évaluer également la présence ou non des traitements pour les comorbidités, pour les rechutes, pour les surdoses et également le suivi des patients. Et la qualité et le suivi de la vie, on utilisait le Verona et le QLSQ pour la qualité de vie, qui sont des questionnaires très largement utilisés dans des études avec des patients sous traitement avec des agonistes opiacés et que je suis sûr que vous-même vous connaissez parfaitement. Bien, voilà le flux de ce traitement. En premier moment, on faisait une visite zéro, comme vous le voyez ici. Le patient signait son accord
et toutes les informations. On lui présentait le test de Verona et on lui demandait donc des données concernant les 3 premiers mois. On lui faisait le QSQ en lui demandant qu'il pense sur les 7 derniers jours qu'il avait vécu. On lui faisait également le Morisky Green en lui demandant à l'adhérence concernant la dernière année. Et évidemment, on lui demandait une autorisation pour prendre toute une série de données concernant quelles avaient été ses relations avec le traitement, avec les rechutes, etc. Et une autorisation pour faire des recherches dans son historique clinique des 12 derniers mois. Comme j'avais mentionné, c'était donc une histoire clinique physique. Et là, on arrivait à une base de données informatique. Faire des investigations ou des recherches à ce niveau-là impose également toute observation des notes des hôpitaux de référence pour les urgences. Et on cherchait donc la localisation de ce patient dans le circuit hospitalier. Et nous avons inclus 4 centres, le centre de la Catalogne, donc de Val d'Hebron, 2 centres de la communauté de Valence, l'hôpital clinique de Valence et de l'hôpital général universitaire de Valence, et aussi un centre de Murcie, un établissement de Murcie qui était l'hôpital général universitaire de Cartagena. Et nous avons recherché qu'il soit le plus représentatif possible sans avoir de traits particuliers d'une communauté concrète. Et il nous a semblé que 4 établissements nous donnaient déjà une certaine largeur dans nos recherches. En Espagne, les traitements pour les patients qui ont une addiction, ça dépend de son organisation et aussi de la région, donc de la communauté autonome et même de la ville. C'est pourquoi nous souhaitions avoir plus de variabilité quant au nombre d'établissements. Nous sommes également parvenus à un équilibre entre le réel et l'idéal, parce que plus nous avons des établissements, plus est compliqué, et 4 semblait un bon chiffre. Ici, vous observez le flux. Nous l'avons offert à 204 patients. Là, on avait passé de données. Finalement, on est resté avec 203 patients. Dans les 2 groupes, effectivement, que je disais, donc avec le BN et la méthadone. Et ensuite, nous avons eu différentes doses en Espagne. Nous avons vu qu'il y avait déjà des doses assez élevées au-dessus de 16 mg de buprenorphine naloxone ou avec la méthadone en dessous de 90 mg pour faire les analyses. Comme vous pouvez observer, malheureusement, et après je vais vous expliquer le pourquoi, nous avons plus de patients dans le premier groupe à la dose plus faible que celle des doses plus élevées, aussi bien dans le groupe effectivement de buprenorphine naloxone que dans celui de méthadone. Quels étaient donc les résultats obtenus? Alors nous avons commencé avec ceux qui sont sociodémographiques. Vous savez qu'effectivement, dans toutes les études en Espagne, en Europe et aux États-Unis, il y a toujours une prédominance des hommes concernant les femmes, le fameux 3-1. C'est plus ou moins les données observées. Et ici, vous pouvez l'observer également. C'était des patients qui avaient des études primaires, qui avaient suivi des études primaires. Attendez, primaires, je disais bien, ou secondaires en majorité, avec un petit groupe avec des patients qui n'avaient pas reçu de formation et un autre petit groupe de patients universitaires. Il n'y avait pas de différence entre les 2 branches. Il y avait 25% des patients qui travaillaient ou qui avaient une occupation bien rémunérée. D'autres, et là, il y avait des différences. Dans celui du buprenorphine naloxone travaillait davantage que dans le groupe de la méthadone. Et ensuite, il y avait un autre groupe assez large de personnes qui ne travaillaient pas ou qui étaient à la retraite, comme cela, on peut le voir dans d'autres, effectivement, patients avec cette dépendance aux opiacés. Beaucoup d'entre eux vivaient avec leur famille d'origine. Et il y avait un pourcentage plus élevé dans les groupes de
buprenorphine naloxone que par rapport à la méthadone, mais pour ainsi dire, 80% vivaient avec des membres de famille. Et cela peut être une particularité des pays méditerranéens, de l'Espagne, où il y a un support familial plus important que dans d'autres pays. Le pays de buprenorphine naloxone avait moins de problèmes du point de vue de ce point de vue. Et il n'y avait pas de différence quant à la consommation d'alcool, de cannabis, de cocaïne et des drogues sédatives. Et bien s'il n'y avait pas beaucoup de différence, je dois quand même vous dire, et nous sommes dans le monde réel, j'insiste, ce n'est pas un essai clinique, qui prenait avec une certaine fréquence de l'alcool, du cannabis, moins que l'alcool, comme vous pouvez observer, cocaïne, eh bien presque la moitié d'entre eux est très semblable dans les deux groupes, et également aussi des drogues sédatives dans les deux groupes. Et cela confirme d'autres études épidémiologiques que nous avons réalisées en Espagne. Le plus important, ça avait été cette étude de Prometheus que nous avions présentée ici il y a 2 ou 3 congrès, où nous avions inclus 700 patients de 70 établissements en Espagne, nous donnaient des profils très semblables aux résultats de ces 4 établissements que nous avons inclus. Bien, les pathologies duelles. Et évidemment, vous pouvez observer ici que c'était très fréquent aussi, plus de 20% souffraient des dépressions, il n'y avait pas de différence. Les psychoses induites, 7 à 9%, un peu plus dans le groupe de méthadone, mais il n'y avait pas de différence statistique. Des troubles de personnalité, environ de 30 et quelques pourcents. En général, c'est ce que l'on peut observer d'un 60-65% de pathologie duelle. Et en ce qui concerne la comorbidité infectieuse, qui était un autre sujet qui nous inquiétait, car cela suppose des frais, des traitements et des interactions, eh bien, comme vous pouvez observer, quant à la tuberculose et à l'hépatite C, il n'y avait pas de différence. Oui, cependant, concernant l'hépatite B et le HIV, où il y avait plus dans le groupe ou dans la branche de méthadone. Je voudrais également souligner un autre sujet, que 50% des patients dans des programmes de maintenance était 0 positif pour l'hépatite C. Je ne l'ai pas dit, mais cette étude nous avons développée lors des 3 dernières années. On l'a fermée au début de 2018 et il y a une coïncidence avec le moment dans lequel en Espagne on commence à faire des traitements d'une manière systématique d'hépatite C pour les patients qui sont dans des programmes de maintenance. Et c'est pourquoi il est possible et probable qu'aujourd'hui ce pourcentage de patients avec des hépatites C serait plus faible parce que heureusement beaucoup ou certains d'entre eux du moins ont été traités. Il y avait certaines différences quant au setting où ils recevaient effectivement le traitement. Comme vous pouvez observer, les patients de la buprenorphine naloxone le recevaient davantage à partir des pharmacies. C'est l'une des avantages où on peut recueillir ce médicament dans les pharmacies. Et pour les groupes de méthadone, eh bien, ils se trouvent plutôt dans des réseaux de drogue et où il y avait évidemment des différences qui étaient tout à fait escomptées. Et d'autres différences escomptées en méthadone qui n'ont donné que de la méthadone en réalité et pas de nénoxone. Bien, concernant les doses que nous avons dépistées, entre 8 et 9 de buprenorphine naloxone et d'environ 71 de méthadone, ce qui était plus ou moins escompté et c'est ce qu'on croyait que nous allions voir. La plupart d'entre eux étaient dans une phase de maintenance. Il y avait des sous-groupes dans les 2 branches qui se trouvaient en phase de diminution et de retrait programmé du traitement. Bon, qu'avons-nous trouvé? Eh bien, concernant les analyses de l'urine, dans les groupes de buprenorphine, il y avait moins de patients ayant donné effectivement des résultats positifs pour les opiacés. En Espagne, on parle d'héroïne surtout.
problèmes de painkillers chez ces patients ne sont pas encore très visibles ou considérables. Et comme vous pouvez observer ici, le groupe de ce buprenorphine naloxone avait beaucoup moins de patients qui donnaient des données positives en opiacés. Quant aux rechutes ou la récidive, nous avons également vu des différences. Dans le premier groupe, les récidives étaient de 30% et en méthadone à 45%. Là, il y avait des différences plus notoires du point de vue statistique. Et comme je vous disais, malheureusement, les doses étaient faibles car plus la dose était importante, moins il se trouvait dans des groupes de récidive. Pour le dire autrement, les patients sans rechute avaient des doses supérieures à ceux qui avaient fait cette récidive. Et comme la littérature l'avait déjà indiqué, le fait de dosifier et ne pas réduire les doses, eh bien, sont nécessaires pour obtenir qu'il n'y ait pas de récidive. C'est ce qui se passait dans le groupe de buprenorphine naloxone. Pour le groupe de méthadone, on ne l'a pas dépisté et il n'y avait pas de véritable différence significative. Nous avons alors étudié aussi l'adhérence et là nous n'avons pas trouvé de différence, aussi bien dans l'étude des deux groupes de manière globale, ni quand on analysait les deux groupes en fonction de la dose élevée ou de la dose faible. Là, on n'a pas dépisté de différence. Et là, il faut aussi peut-être penser que les patients qui ont des agonistes opiacés ont une adhérence régulière, mais pas aussi mauvaise que quand ils consomment d'autres médicaments, parce que s'ils ne les prennent pas, ils auront effectivement la possibilité de symptômes donc de retrait et d'abstinence. En rentrant dans la partie purement économique, nous avons analysé différents aspects. L'un, ce que l'on dépensait en fonction des comorbidités. Là, il n'y a pas de différence dans le monde réel avec des consultations, avec des spécialistes, des traitements, etc. Concernant aussi les récidives ou les rechutes, vous savez que celle-ci est très souvent associée à l'abandon des médicaments et donc à une nouvelle induction, nous l'avions déjà dit. L'induction avec de la buprenorphine naloxone, ça coûte beaucoup plus d'heures dans des établissements qu'avec la méthadone, ou du moins le système que nous utilisons en Espagne avec une induction très rapide de la buprenorphine naloxone, où les premiers jours, il faut faire des visites plus fréquentes, mais il n'y avait pas de différence significative. Ensuite, il n'y avait pas non plus de différence concernant de surdose. Heureusement, dans le groupe de buprenorphine naloxone en une année, tandis qu'avec la méthadone, nous en avons eu 4. Heureusement, aucune n'a été mortelle et donc pas beaucoup de différences économiques. Où nous avons par contre trouvé des différences, ça a été dans les coûts concernant le traitement. J'insiste, nous n'avons pas là dit combien c'était coûté le comprimé, mais le nombre de visites chez le médecin, avec le psychologue, avec les infirmières, les évaluations nécessaires en fonction des doses. Et là, nous avons trouvé quand même des différences entre les groupes de buprenorphine naloxone et celui de méthadone. Quand on réunissait tout cela, on perdait quelque peu ces différences. Mais en ce qui concerne le traitement, clairement, vous pouvez observer comme économiquement, c'était plus rentable de le faire avec le premier groupe, avec de la buprenorphine naloxone. On pouvait économiser, et même si dans le groupe, il n'y a pas de différence significative, mais quand on prend les numéros et on fait les comptes, on pouvait économiser de l'ordre de 420-430 € par patient qui se trouvait en buprenorphine naloxone. Évidemment, cela comparé ou en réfléchissant sur les 100, même si c'était 100 patients que nous avons analysés, on parle déjà alors quand même d'une économie qui atteint un montant très important de 40 à 50 000 € en 100 patients.
En le multipliant alors par le nombre de patients que nous avons en Espagne qui sont aux alentours, même si nous n'avons pas le registre aussi exact comme avant, parce que la buprénorphine naloxone n'est pas enregistrée aussi bien qu'avec la méthadone. Nous sommes entre 100 000 patients qui ont qui sont davantage, je vous dis, sur la méthadone que sur la buprénorphine naloxone, en tout cas dans le cadre de l'Espagne. Une autre question qui n'est pas uniquement économique, mais qui est aussi considérable, c'est la qualité de vie. Mesurée avec le texte de Vérone, nous n'avons pas vu de différence. Ici, on évalue, vous savez, la satisfaction à l'égard des soins médicaux avec les soins sociaux, toute intervention généraux, l'intervention dans les établissements. Et là, nous n'avons pas trouvé de différence. Cependant, quand nous avons mesuré le degré général de satisfaction, là, oui, il y avait beaucoup plus de patients de buprénorphine naloxone qui étaient très satisfaits par rapport à ceux de la méthadone et qui centraient surtout une réponse de satisfaction sans plus. Donc un indicateur indirect d'une satisfaction plus réduite par rapport au premier groupe. Et en utilisant le QLSQ, là, nous avons effectivement vu des différences significatives entre le premier groupe buprénorphine naloxone et la méthadone. Bien, cela fait 25 minutes d'exposé. Les conclusions que je voudrais vous transmettre, c'est que les patients ayant une dépendance aux opiacés sont des situations graves, comme ceci a toujours été dit, fréquemment avec l'utilisation de plusieurs drogues hormis les opiacés, avec également d'autres troubles mentales et également de comorbidité infectieuse. On ne fait que ratifier d'autres études. On dit effectivement que les coûts directs supposent une épargne réelle quand on utilise la buprénorphine naloxone, et il y a certains aspects de qualité de vie qui ont été également soulignés et qui ont eu une meilleure note avec le premier groupe de buprénorphine naloxone. Il y avait également des différences au niveau basal, et là je cite que comment se trouvait le patient lié à son historique avec le support de famille sur le statut légal, le statut du travail, et aussi sur les récidives et la consommation des opiacés illégaux. Bien, je dois vous avouer que le modèle ou le système de recrutement était que quelques jours à la semaine, on recrutait des patients de buprénorphine naloxone, d'autres de méthadone, pour qu'il y ait le moins de différence possible, et que c'est vrai que les patients, on les avait prescrits antérieurement le fait de certaines substances peut-être qui n'étaient pas dans leur historique clinique. Donc il y avait quand même des différences entre les deux groupes. Et finalement, 4 petites idées à mode de conclusion. Eh bien, les coûts directs de la buprénorphine naloxone, les coûts étaient moins élevés. Ils avaient également de meilleurs supports familiales et aussi un meilleur niveau des questions liées aux affaires légales, et que dans la branche méthadone, il y avait moins de récidives et il y avait une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce que je veux vous dire avec cette dernière image? Eh bien, disons que quand on inclut les patients dans des programmes de maintenance, nous devons également réfléchir sur d'autres aspects à moyen long terme qui peuvent également être ceux qui puissent nous marquer quel type d'agoniste opiacé va-t-on utiliser pour les patients. Voilà, merci beaucoup de votre attention, je reste à votre disposition. On a le temps peut-être pour juste une ou deux questions. Est-ce que...
Dr. Rancero, thank you for. Merci beaucoup pour une présentation vraiment merveilleuse. Une question, parce que ce n'est pas mon champ d'expertise, mais pourquoi pensez-vous que les patients avec BN ont eu de meilleurs résultats que ceux avec méthadone? Parce que je suis certain que vous avez dit que la baseline était comparable. Merci. There are some. Probablement, il y a quelques différences en Espagne, en tout cas, parce qu'en Espagne, on peut prescrire buprofénol, naloxone, et le patient ne visite le centre pas toutes les semaines, ni 2 ou 3 fois par semaine. Alors, ces patients de BN sont plus intégrés dans la société, sont plus intégrés dans la famille, ils travaillent un peu plus et probablement ils sont meilleurs en meilleure situation que les patients qui sont en train de recevoir méthadone. Ceci pourrait expliquer quelques différences de la ligne de base. Mais il faut penser pourquoi nous choisissons un traitement ou un autre. Évidemment, il faut penser que d'abord, la majorité d'entre eux souffrent d'autres conditions médicales ou conditions psychiatriques. Et ils essaient de se récupérer. Donc, ce fait-là nous a aidés pour décider ce que nous allons prescrire. Une autre chose, c'est combien ça coûte. Ça, c'était le but de ma présentation réellement. Nous avons fait cette étude parce que si vous pensez seulement à combien coûte la pilule ou le liquide, en Espagne, il y a beaucoup de différences parce que la méthadone est tellement moins chère que la BN. Mais vous avez une vision complète à la fin et vous pouvez faire des économies si vous utilisez BN. Je ne veux pas dire que la méthadone devrait être utilisée dans certains patients, probablement s'ils ne suivent pas bien le régime ou pour d'autres raisons, ça pourrait être mieux d'utiliser la méthadone parce que c'est plus facile de joindre les patients au traitement parce que ils laissent la méthadone et ils savent qu'ils auront des syndromes de sévrage et donc il y a beaucoup de choses qu'il faut inclure pour décider ce que nous allons utiliser, mais l'idée principale, c'est que le coût et l'argent que nous devons dépenser si nous avons une vision complète différente que l'image que nous avons si nous pensons seulement au prix de la pilule. Question sur la qualité de vie ou les résultats buprenorphine méthadone. Il faut toujours se méfier parce que dans toutes ces études, le dosage de méthadone est très important. Et souvent, on a des comparaisons avec des hauts dosages de buprenorphine, des faibles dosages de méthadone qui donnent des résultats favorables à la buprenorphine. À l'inverse, s'il y a un dosage correct de méthadone, or là, je voyais que le dosage moyen de méthadone est autour de 70 mg, ce qui est relativement faible sur un grand programme. Et je pense que là aussi, ça peut être un biais d'erreur dans ce genre d'études. Donc, il faut toujours relativiser un tout petit peu cela. Alors, autre question, là? Oui, je travaille à Bruxelles comme généraliste et je me demande, dans l'étude que vous avez présentée, si finalement, quelque chose qui est très important, c'est les conditions de délivrance. Il faut savoir que chez nous, un patient vient en principe chez un généraliste, du moment qu'il est déclaré à la commission médicale provinciale, il n'y a aucun problème pour qu'il ait le soir même, il n'y a pas de liste d'attente, son traitement. Et donc, je traite la majorité de mes patients sous méthadone. Et j'avais fait une étude sur la centaine de cas que j'avais à peu près 35% de gens qui travaillaient.
Il est évident que si les conditions sont strictes, ils ne peuvent pas travailler parce que c'est impossible. Voilà, c'était une remarque un peu selon les différents critères, selon les différents critères de délivrance, ça doit influencer fortement sur le résultat. I have no translation. What is the question? Regarding La question, c'est que selon la condition de la traitement, s'il y a une différence dans la différence, et s'il y a une différence entre BN et... Buena porque claramente es uno de los puntos donde Ceci est clairement l'un des éléments où on va effectuer des économies directes, c'est-à-dire la méthadone, comme je le disais avant, doit être administrée et supervisée sur les centres. Et la buprenorphine, il faut faire des visites également, évidemment, avec les médecins, des psychologues, des contrôles d'infirmerie, mais moins que pour les patients qui reçoivent la méthadone. Combien est-ce que ça coûte? Je ne sais pas, une activité avec du personnel d'infirmerie, avec un médecin, avec un psychologue, évidemment, c'est là où on a trouvé les écarts les plus importants. C'est-à-dire, les patients de l'autre côté qui reçoivent la buprenorphine naloxone, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'entre eux qui reçoivent leurs médicaments dans une pharmacie sur ordonnance. Cela serait beaucoup plus compliqué en Espagne. Donc la plupart des patients, comme je le signalais, viennent dans les centres. Évidemment, la méthadone doit arriver au centre puisqu'il s'agit d'un médecin opiacé qui doit être surveillé et contrôlé et qui demande quelques mesures de sécurité, même si les centres sont affiliés à des hôpitaux où l'on fabrique, on fait la méthadone, il faut le transporter. Et donc, n'oubliez pas que les centres où la méthadone n'est pas fabriquée nous demandent des mesures de sécurité pour son transport. Donc, il faut même le soutien de la police et des corps parapoliciels. Enfin, il faut faire très attention au niveau sécurité. Donc, cela nous demande du temps, cela représente des coûts additionnels. Et cela explique, comme vous avez bien dit, comment on va délivrer la méthadone et la buprenorphine et naloxone. Bien, je crois que on va passer. on va. Thank you, Carlos. Merci. On pourra, à la fin, quand toutes les présentations seront faites, on pourra reprendre des questions s'il nous reste du temps. Et donc maintenant, la deuxième intervention, on va aller de Salamanque vers Malaga avec Juan Jesus Ruiz qui va nous présenter une étude faite pareil en conditions naturelles et là sur l'état fonctionnel des patients. Et le docteur Ruiz est responsable d'un centre de soins des addictions. Hola, buenas tardes. Antes que nada. Bonjour, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et spécialement Jean-Pierre de m'avoir permis d'être ici cet après-midi pour vous présenter cette étude effectuée en Andalousie, en Espagne, et qui a des coïncidences avec celui qu'on vient de voir. Moi, je ne connaissais pas l'étude de Carlos, et puis il se concentre plutôt sur le coût. Moi, je me concentrais plutôt sur l'état fonctionnel des patients. Le nom de l'étude est similaire. Notre étude s'appelle Indopio. Je vais vous le montrer. Notre étude s'appelle Indopio parce que il s'agit d'une étude des opiacés en Andalousie. Voilà donc notre acronyme à nous. La finalité, l'objectif principal de notre étude, c'est l'évaluation de l'état fonctionnel des patients en traitement opiacé en Andalousie, en Espagne, puisque traditionnellement, beaucoup d'études ont été menées, des études socio-démographiques et d'évolution de nos patients. En fait, nous avons une étude assez importante qui a été faite à Malaga avec presque 2000 patients qui se concentrer sur ces caractéristiques-là. Donc,
l'idée, donc, cette fois-ci, était d'effectuer quelque chose de différent. Donc, voilà pourquoi nous avons pensé que peut-être le plus important pouvait être se concentrer sur l'état fonctionnel, entendu comme la capacité des patients de mener à bien les tâches de leur vie quotidienne, compte tenu du programme OPSC sur lequel il peut être ou elle peut être. Donc, en ligne générale, pourquoi une étude comme celle-ci? Parce que il y a une étude publiée en 2016 où il est indiqué qu'on avait 34 millions de consommateurs d'opioïdes et 19 millions d'opiacés. Donc, cela justifie une étude comme celle-ci en Espagne. Donc, l'Observatoire de PO espagnol a publié qu'on avait plus de 60 000 patients avec des programmes, sur des programmes de substitution aux opioïdes. Ces traitements de substitution en Espagne et en Europe ont passé de 78 000 en 2016 à un peu moins de 62 000 que nous avions en 2015. Cela est par rapport à l'Espagne. Il s'agit des chiffres espagnols. Donc, 95% des patients suivent des traitements de substitution au méthadone et 6% des traitements de buprenorphine naloxone, qui est plus récent. On estime qu'en Europe, en 2018, il y avait plus d'1 million de consommateurs d'opioïdes à haut risque. Les demandes de traitement effectuées cette année-là, en 2018, 36% de cette demande correspondait à des consommateurs d'opiacés, justement. Donc, concernant les caractéristiques de ces patients, comme Carlos a déjà dit, 20% d'hommes et 20% des femmes. Très bien. Si je parle trop vite, tu me le dis, s'il te plaît. Donc, une donnée très importante ici serait, au moins, ce qu'on va avoir par rapport à notre étude, à notre réalité en Andalousie, c'est que, comme vous le voyez ici, 35% des patients en 2018 avaient une consommation parenterale, 38% avaient une consommation inhalée ou fumée. Et cela représente bien la réalité que nous avons en Andalousie et dont je vais vous parler. Le rapport de 2018, le rapport européen sur les drogues, nous présente comment l'Espagne a évolué concernant la consommation des drogues. Donc, vous voyez que le pourcentage de patients qui prennent la buprenorphine augmente ici. Donc, si vous le voyez ici, au niveau européen, on estime que 63% en 2018 suit un programme de méthadone et 35% en buprenorphine, qui est très loin de notre réalité également. Et nous voyons d'autres traitements de substitution. L'âge moyen des décès dus aux drogues est de 39 ans. 21% des femmes et 79% des hommes. Presque 8000 personnes en 2018. Très loin des chiffres qu'Ivan nous présente. Pourquoi est-ce que nous parlons d'état fonctionnel? Pourquoi est-ce que nous souhaitons l'étudier? Parce que l'un des premiers objectifs que nous avons quand nous mettons un patient dans un programme de substitution, c'est de maintenir une stabilité, ce qu'on appelle la première réponse, non? Donc après, la rémission, c'est une amélioration des fonctions, de qualité de vie, de cognition, etc. Mais l'objectif fondamental, ultime, c'est donc une guérison, une récupération fonctionnelle, indépendance du patient dans la vie quotidienne.
Donc, la rémission syndromique et l'absence des critères diagnostiques, la rémission symptomatique et l'absence dans des tests et l'échelle qui le mesurent, même s'il y a encore quelques symptômes. Et la rémission fonctionnelle est définie comme la normalisation des ponctuations obtenues dans les échelles qui mesurent la fonctionnalité, l'état fonctionnel. C'est donc notre objectif. Comme je l'ai déjà dit, l'objectif est de décrire l'handicap en patient en différents traitements avec des agonistes opioïdes en Andalousie. Et pour cela, on va se baser sur l'échelle de fonctionnalité de l'OMS qui s'appelle WHODS 2,0, qui a 6 domaines de fonctionnalité ou d'état fonctionnel. Et une fois qu'on a analysé l'état fonctionnel, on va identifier des besoins, on va ajuster les traitements, les interventions, on va mesurer les résultats, l'efficacité, on va établir des priorités et on va allouer des ressources. En tant qu'objectif secondaire, vous voyez ici que l'idée serait donc de mesurer les caractéristiques sociodémographiques des patients. Et puis un autre objectif secondaire que j'aime bien mesurer, c'est la dysfonction sexuelle mesurée moyennant un questionnaire appelé SALSEX, validé par professeur Montejo en Espagne. Et j'aime bien de pouvoir mesurer cet élément parce qu'avec les données obtenues, nous avons remarqué que l'impact dans ce domaine est très important chez nos patients. Et donc, je considère qu'on ne donne pas la valeur qui mérite ou l'importance qui mérite cet élément. Notre étude est transversale, multicentre d'observation intracommunautaire et on a eu la participation de 8 régions d'Andalousie. On a recueilli des données. Il y a du scaling, un patient avec buprenorphine et les critères d'inclusion très similaires à l'étude de Pablo. Il fallait être majeur, il faut donner son accord, présenter un diagnostic de dépendance opiacée, une dose de maintenance stable de plus de 90 jours. Critères d'exclusion, donc être mineur, présenter un déclin cognitif qui empêche les patients de remplir le questionnaire, être enceinte ou refuser de participer tout simplement. Donc voici les paramètres ou les outils que nous avons utilisés, le questionnaire WHODS et les SALSEX. Voici donc quelques images qui vous montrent ces outils que je viens de mentionner. Comme je vous l'ai déjà dit, on mesure ici 2 domaines de fonctionnalité, la cognition, évaluation de la communication, deuxièmement la mobilité, les activités comme se déplacer à la maison, domaine 3, l'hygiène personnelle, s'habiller, rester tout seul à la maison, les rapports seraient les domaines numéro 4. Domaine 5, activités de la vie quotidienne. Et domaine 6, participation au niveau social, dans les activités communautaires, etc. Le SALSEX, vous le voyez ici, a une échelle pour mesurer la dysfonction sexuelle. Il y a des questions là. On demande aux patients, depuis que vous prenez ces traitements d'opiacés, de substitution, est-ce que vous avez eu des difficultés lors de vos rapports sexuels? Deuxièmement, on leur demande si cela... est-ce que vous nous avez communiqué ce problème spontanément ou est-ce qu'il a fallu vous demander précisément? Et puis, il y a d'autres questions par rapport à leur activité sexuelle et aux différentes phases de l'activité sexuelle, s'il y a eu une réduction de l'activité sexuelle ou de l'intérêt pour avoir du sexe, est-ce qu'il y a un retard de l'éjaculation, de l'orgasme, s'ils ont remarqué une incapacité pour éjaculer ou pour maintenir des rapports sexuels, s'il y a eu des difficultés d'érection ou de maintien de l'érection et comment ils évaluent ces changements. Donc au total,
Au total, nous avons évalué presque 700 patients. Mais après triage, s'il y avait des questionnaires qui n'étaient pas complets, donc on est resté avec 644 patients au total. Donc, je vais vous présenter ici quelques données. C'est la même, on les a recueillis de la même manière. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter les caractéristiques générales, puis le résultat du SALSEX, et puis finalement le résultat du questionnaire WHODAS. Puis finalement, nous allons voir des données descriptives, purement descriptives. Et deuxièmement, nous allons effectuer une comparaison avec le chi carré entre les deux blocs, entre méthadone et buprenorphine, et une analyse multivariée de toutes les données présentées. Vous voyez ici donc les caractéristiques générales de l'échantillon. Nous avons la participation de toutes les provinces de l'Andalousie, 8 au total. Il y a des écarts entre les provinces, mais l'intention, l'idée, c'est que l'échantillon soit représentatif de toute la communauté autonome. Voilà donc la distribution de l'échantillonnage, 83% d'hommes et puis 16% des femmes. La distribution ici était 346 patients avec méthadone, 56%, par rapport à 272 qui prenaient la buprenorphine, 44%. La dose moyenne méthadone 42 mg, la dose moyenne de buprenorphine c'est 6 mg. Ceci en Andalousie c'est très normal, c'est des doses habituelles. Dans l'autre étude que nous avons effectuée, nous avons vu des doses que par rapport à l'Espagne, ils sont des doses inférieures. Mais je tiens à dire qu'il n'y a pas de restriction quand il faut effectuer une dosification. C'est le patient lui-même qui demande la dose ou demande de ne pas augmenter la dose. Donc, concernant si les patients ont leur permis de conduire ou pas, nous voyons que 62% ont effectivement le permis et nous voyons que 37% utilisent la voiture pour aller au travail. Par rapport au niveau d'études, c'est similaire à l'étude présentée par Carlos. 67% n'ont pas d'études d'éducation secondaire. C'est-à-dire les patients ont principalement des études d'éducation primaire. Seulement 5% a des études universitaires. 44,9% sont au chômage par rapport à 54% qui ont un travail et 18% d'entre eux ont des handicaps ou reçoivent des allocations. Par rapport à la cohabitation, 75% de l'échantillon habitent avec des membres de leur famille et 18% habitent seuls. Voici la voie de consommation principale des opiacés. En Andalousie, et cela est très particulier de notre communauté autonome, plus de 3/4 de l'échantillon ont une consommation annuelle fumée par rapport à 8% de la voie parentale. Donc, troisièmement, 6,4% utiliseraient la voie orale. L'âge moyen de démarrage de consommation d'opiacés est très basse, comme vous le voyez ici. Concernant des personnes ont été au préalable dans des programmes de maintenance, et la plupart d'eux ont déjà été dans un autre programme de maintenance avec la méthadone. Concernant la consommation actuelle d'autres substances, 82% de cet échantillon consomment du tabac, 38% consomment l'alcool et presque la moitié de manière quotidienne, 32% consomment du cannabis, presque la moitié en consomment tous les jours et un quart
consomment la benzodiazépine tous les jours. Et là, je vous ai mis mélange. C'est une façon de consommation spéciale que nous avons là, qu'on appelle revuelto ou rebujao, qui veut dire mélange, qui est consommé plus que l'héroïne toute seule. Donc entre ce mélange et l'héroïne, on aurait 16,6% et presque 12% consomment la cocaïne également. Voici les caractéristiques générales et dans cette analyse comparative du Chicaré, nous voyons donc que nous n'avons pas observé des différences significatives par rapport à la consommation des substances, excepté les benzodiazépines, puisque les patients qui ont des programmes de substitution à la méthadone consomment plus de 10 benzodiazépines. Concernant la sérologie, vous voyez ici 35% positifs à l'hépatite C et 10% positifs en VIH. La médication concomitante des patients est de 38,8% de benzodiazépine, 21% antidépresseurs, antipsychotiques, presque 8%, presque la moitié de l'échantillon n'a pas de prescription d'autres substances. Donc voilà, pour les caractéristiques générales, je vais vous parler donc de ce questionnaire de dysfonction sexuelle. Comme je l'ai déjà dit, cet élément me paraît très intéressant puisque il y a beaucoup de cas de cet échantillon qui présentent une dysfonction sexuelle, presque 63%, 2/3 de l'échantillon. Il s'agit des patients d'un âge moyen de 47 ans avec une vie sexuelle active. Et donc cette affectation, évidemment, il y a des degrés différents, légers, modérés ou graves, mais il faut étudier si cela a un impact important sur leur vie. Et nous devrions dévouer plus de temps à étudier cet élément. Il faudrait peut-être passer plus de temps à en parler avec eux. 42% présentent une réduction du désir sexuel, 37% un retard dans l'éjaculation, l'orgasme, 30% incapacité pour éjaculer ou avoir un orgasme lors de leur rapport sexuel, 34% présentent des difficultés de l'érection et 53% a eu une dysfonction sexuelle. Donc c'est quelque chose qui nous surprend, puisque nous n'imaginions pas qu'il y ait un taux aussi élevé. Donc, concernant les questions que nous avons posées aux patients, est-ce que vous avez observé des altérations de votre activité sexuelle? Nous avons une différence significative entre les deux groupes, méthadone et buprenorphine, comme vous les voyez ici sur l'écran. De la même manière, concernant la deuxième question, nous voyons un écart important entre la façon de répondre de deux groupes. Ici, vous voyez les caractéristiques que j'ai mentionnées. Il y a des différences significatives concernant le retard de l'éjaculation, comme vous le voyez ici, excepté ici. Ici, nous n'avons pas trouvé d'écart significatif. Est-ce que vous avez observé des difficultés d'érection? Comment est-ce que ces changements affectent ou impactent sur vos rapports sexuels? Donc, vous voyez, 37% ne présentent pas de dysfonction sexuelle. Donc, la proportion de patients qui ont une dysfonction sexuelle est significativement supérieure parmi les patients qui reçoivent la méthadone. Et si nous analysons les données obtenues, nous observons qu'un patient suivant notre échantillon, un patient qui est inclus dans un programme de maintenance méthadone a 2,4 fois d'opportunité de souffrir ou d'avoir une dysfonction sexuelle. Donc,
si nous analysons le seul sexe individuellement, ces pourcentages augmentent jusqu'à 3,3 fois plus de possibilités d'avoir une dysfonction sexuelle par rapport à la buprenorphine. Avec des facteurs de protection, ne pas prendre d'antipsychotiques ou d'antidépresseurs pour ne pas avoir des effets secondaires des médicaments, de la pathologie pour laquelle ils prennent ces médicaments. Nous allons passer à la fin de cette présentation. Le questionnaire WHO-ODS, je vous ai parlé des 6 domaines. Le premier, donc, est la communication. Il s'agit d'un domaine qui a été très impacté puisque il y a une altération trouvée chez plus de la moitié des patients. Donc, si vous voyez ici, ils ont des problèmes de concentration, de mémoire, pour se souvenir des choses importantes, analyser et trouver des solutions à les problèmes de la vie quotidienne, apprendre de nouvelles tâches, comprendre ce que les gens disent en général, commencer ou maintenir une conversation. Donc, il s'agit d'un domaine spécialement affecté ici. Et nous avons observé qu'il y a des différences significatives importantes entre la méthadone et la buprenorphine, toujours en faveur de la deuxième. Domaine numéro 2, la mobilité. Il y a entre 16 et 25% de l'échantillon qui est impacté ici. Il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Troisième domaine, hygiène personnelle. Ici, les difficultés vont du 10 au 20% de l'échantillon. Et nous n'observons pas de différences significatives, sauf dans un item, la question, est-ce que vous avez des problèmes, des difficultés pour rester seul à la maison pendant quelques jours? Vous voyez ici qu'il y a une différence significative en faveur de la buprenorphine. Ces patients-là, donc, se trouveraient mieux capacité de rester seuls. Domaine suivant, donc le rapport avec d'autres personnes. Il s'agit d'un élément où devant 40% de l'échantillon est affecté. Donc, domaine suivant, activité de la vie quotidienne. Il y a entre 19 et 30% des patients et participation à la société. Il s'agit d'un domaine où il y a des problèmes chez 40% des patients, de 40 à 60% des patients. Et il y a effectivement des différences significatives, comme vous les voyez ici. Presque toutes les questions permettent d'observer des différences significatives. Donc, il faudrait ajouter ici une donnée très importante. Presque aussi importante que ce que je viens de vous dire juste ici. Et c'est si le patient a un travail ou pas. Les patients qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, ne présentent pas des différences significatives entre le buprenorphine et la méthadone. Mais si le patient a un travail, là, nous observons une différence significative entre les deux groupes. Donc, en faveur du groupe qui prend la buprenorphine. Vous voyez ici l'analyse. Nous obtenons ici le même résultat. S'il ne travaille pas, il n'y a pas de différence, mais s'il travaille, il y a une différence entre les deux groupes. Voilà ici les 6 domaines que je vous ai présentés. Il y a des problèmes dans tout le domaine et il y a des différences significatives au domaine 1, 2 et 6, comme vous l'avez vu. Nous allons passer à l'analyse multivariée définitive qui nous dit que si un patient qui est dans un programme à substitution aux OPS et qui travaille, si ce patient reçoit la méthadone, il a 22 fois plus de possibilités d'avoir une dysfonction. Et si en plus ce patient, au lieu de travailler, ne travaille pas, cette possibilité augmente jusqu'à 156 fois plus.
Donc il y a des facteurs de protection ici, ne pas prendre des antipsychotiques, des antidépresseurs et des benzodiazépines. Merci beaucoup. Merci. Ce problème des dysfonctions sexuelles affecte la qualité de vie de nos patients et j'ai remarqué que la plupart des centres en parlent peu ou c'est souvent un sujet un peu tabou et ça vaut la peine vraiment d'investiguer parce que nos patients peuvent avoir un retrait social parce qu'ils ont peur de fréquenter, de voir une fille, etc. Et lorsqu'on a fait, nous, des mesures très détaillées de la fonction sexuelle, des hormones sécrétées par le cerveau, etc., on s'est aperçu qu'il y avait un très net effet ralentissant sur la libido, proportionnellement au dosage de méthadone la plupart du temps. Alors, on ne disposait pas de la buprenorphine à l'époque. Alors, nous avons fait un traitement de substitution testostérone chez nos patients qui était alors immédiatement avec une capacité sexuelle bien meilleure. Alors ça peut être un des avantages de la buprenorphine par rapport à la méthadone. Alors il semble que la morphine ait moins cet effet donc, dans ces nouveaux morphines retard. Alors est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant cet exposé? Alors si ce n'est pas le cas... Una question. Oui, j'ai une question. Parce que le degré de dysfonction est très élevé ou assez élevé, mais tu nous as dit que la sensation clinique n'était pas qu'il y ait tellement de dysfonction chez les patients, n'est-ce pas? C'est l'idée que nous avions. Le Salsex a été développé par le professeur Montejo avec lequel je travaille. Donc il nous dit toujours, on nous demande toujours, est-ce que vous demandez aux patients par leur vie sexuelle, et, vous posez des questions concernant leur vie sexuelle, et donc peut-être quand on va effectuer un questionnaire, ces valeurs vont varier, n'est-ce pas? Yo estoy totalmente. Oui, je suis sûr et certain. Creo que es más por nosotros, por los Que le problème, c'est plutôt chez nous parce que nous ne faisons pas la recherche là-dessus. Et peut-être on doit assimiler qu'il s'agit d'un domaine important de recherche pour nous et pour nos patients, de la même manière que quand on a fait la recherche sur l'hépatite C. Et donc la dernière présentation de Fuchs-Yasser, qui est chercheur au laboratoire SAMPSI à l'université de Bordeaux, que je vais présenter puisqu'elle assure une autre présentation au même moment dans une autre session. Diapositive. Donc c'est une étude sur le devenir à 12 mois en conditions naturelles, comme les deux précédentes études, d'un groupe de personnes traitées par buprenorphine et méthadone en France, en Nouvelle-Aquitaine. Cette étude, faite dans le cadre de l'Université de Bordeaux, a été financée par un certain nombre de programmes de recherche que je vais expliquer, dans une cohorte prospective, financée par les programmes du programme hospitalier de recherche clinique, des financements de la MIDECA et des financements qui proviennent de la Fondation de l'Université de Bordeaux, la Fondation de l'Université de Bordeaux elle-même levant des fonds et recevant des dons de l'industrie et notamment d'Indivior. Diapositive suivante. Ah pardon, excusez-moi, je parle à moi-même. Et donc, je passe rapidement sur des éléments qui ont été évoqués précédemment, c'est-à-dire la méthadone et la buprenorphine sont les médicaments principaux, pas exclusifs, mais principaux utilisés en cas d'addiction aux opiacés, de troubles de l'usage des opiacés. Les études formelles montrent qu'ils ont une efficacité comparable. Leur disponibilité est différente suivant les pays. Globalement, dans la plupart des pays, la majorité des patients reçoivent un traitement par méthadone qui est disponible depuis beaucoup plus longtemps, depuis la fin des années 60, début des années 70,
alors que la buprenorphine n'a commencé à être disponible que à la fin des années 90, début des années 2000 dans la plupart des pays. Mais en France, comme vous savez, elle a été disponible très tôt, ce qui fait que, alors que la méthadone n'était pas disponible, et donc on a 2 tiers de patients traités par buprenorphine, 1 tiers par méthadone. Mais globalement, à côté des études formelles qui ont été nécessaires pour avoir les autorisations et être mis sur le marché, on n'a pas tant, on en a et on vient d'en voir, mais on n'a pas tant d'études en conditions réalistes pour voir comment ça se passe dans le monde réel. Et donc l'objectif de cette étude, c'était de décrire et comparer le changement sur 12 mois d'un groupe de personnes traitées en conditions naturalistes par méthadone et buprenorphine. Alors, pour faire cette étude, nous nous sommes servis d'un outil de recherche extrêmement utile qui existe à l'Université de Bordeaux, qui est la cohorte Addictaki, qui a été mise en place en 1994 et qui maintenant inclut plus de 4500 personnes et qui inclut des personnes qui viennent dans différents centres participants, à Bordeaux et à Bayonne, qui viennent pour initier une demande de prise en charge pour une addiction aux opiacés ou à d'autres substances, ou même aux addictions sans substance. Pour ceux qui acceptent de participer à cette étude, qui est indépendante du soin qu'ils reçoivent, à ce moment-là, ils ont un certain nombre d'évaluations, et ces évaluations sont répétées à 3 mois, à 6 mois, puis tous les 6 mois, indépendamment de leur participation par ailleurs aux soins. Donc il s'agit de données collectées de façon prospective et indépendante des soins et du dispositif de soins auquel ils participent. Alors, pour cette étude, nous avons donc pioché dans cette cohorte les sujets qui répondaient aux critères DSM-4 ou DSM-5 d'addiction aux opiacés et qui avaient suivi au moins 12 mois de prise en charge. Ensuite, les statistiques habituelles ont été utilisées pour comparer donc 2 groupes en base, en suivi et au cours du temps. Et donc, les résultats. Alors, d'abord, la comparaison des sujets en base. Donc, il ne s'agit pas d'une étude randomisée, puisque dans cette étude, les sujets viennent demander une aide et c'est le clinicien qui décide de traiter ou pas, et s'il traite, détermine un programme individuel de traitement pour chaque patient. Donc, c'est important de vérifier en base la situation de cet échantillon. Donc 173 sujets dans le groupe traité par méthadone, 110 dans le groupe traité par buprenorphine, l'âge moyen de 33 ans, 2 tiers d'hommes, et donc qui sont des données assez habituelles, comparables à ce qu'on a vu avec nos collègues espagnols et comparables aux données nationales en France. À 12 mois, pour information, et ça c'est différent de ce qu'on a vu avec nos collègues espagnols, la dose moyenne de méthadone était de 90 mg et la dose moyenne de buprenorphine de 14,5 mg par jour. Ensuite, les sujets ont été comparés en base en utilisant l'addiction sévérité index, qui est un des instruments utilisés dans cette cohorte et qui permet de décrire un certain nombre de choses, le nombre de jours de consommation qu'on va voir après, mais qui permet aussi de calculer des scores dans différents domaines, l'état médical, l'emploi, les ressources, l'alcool, les substances illégales, le statut légal, l'emploi, ressources, je le dis, pardon, les relations familiales et l'état psychiatrique. Et on voit donc que les 2 groupes en base, au moment de la mission, sont non différents sur ces différents critères. Donc on a 2 groupes non différents, mais non randomisés. Alors qu'est-ce qui se passe au bout de 12 mois ? Eh bien, au bout de 12 mois, sur les scores IC, ils changent dans les 2 groupes d'une façon comparable. Donc globalement, les 2 groupes s'améliorent au cours des 12 mois sans qu'il y ait de différence sur les scores
entre le groupe traité par méthadone et le groupe traité par buprenorphine. Par contre, si on regarde un peu plus en détail sur le changement sur les consommations de substances, on voit quelques différences. Donc d'abord, l'effet ici. Donc ici, vous avez le groupe traité par buprenorphine, ici, vous avez le groupe traité par méthadone, et ici, vous avez la prévalence du nombre d'individus, du pourcentage d'individus qui ont consommé au moins une fois au cours des 30 derniers jours, au bout de 12 mois de prise en charge. Donc si on regarde pour les opiacés, ici et ici, vous voyez ce à quoi on s'attend, que le nombre de... Donc là ici différencie l'héroïne comme opiacé posant problème versus les opiacés autres que l'héroïne comme posant problème. Donc vous voyez que, dans le groupe, décidément, dans le groupe buprenorphine comme dans le groupe méthadone à peu près, la moitié viennent pour un problème d'héroïne et la moitié viennent pour un abus d'opiacés autres que l'héroïne. Mais pour les deux, il y a une réduction très importante du nombre, du pourcentage de personnes consommant des opiacés et de façon évidemment très significative dans les deux groupes. L'autre élément qui n'est pas montré là, c'est que le nombre de jours de consommation baisse aussi, c'est-à-dire ceux qui continuent à consommer à 12 mois consomment beaucoup moins que en base, puisque les chiffres étaient à l'admission, ils consomment 20 jours sur les 30 derniers jours, pour ceux qui consomment, ils sont soit héroïne, soit opiacés autres que l'héroïne, et à 12 mois, ils ne sont plus qu'une dizaine de pourcents à consommer des opiacés, et ils ne consomment plus que 7 ou 8 jours sur les 30 derniers jours. Après, si on regarde le tabac, là, on s'aperçoit que beaucoup consomment du tabac, et cette consommation de tabac, que ce soit le groupe traité par méthadone ou le groupe traité par buprenorphine, ne bouge pas sur cette première période de 12 mois. Les études montrent sur au-delà de 12 mois que le tabac se modifie. Après, là, on trouve une différence entre le groupe méthadone et le groupe buprenorphine, en ce sens que dans le groupe des patients traités par buprenorphine, là, il y a une baisse de la consommation d'alcool, qu'on ne trouve pas dans le groupe de patients traités par méthadone, ainsi qu'une baisse moindre, mais quand même significative, de la consommation de benzodiazépines, de cannabis et de cocaïne, alors que ces consommations de benzodiazépines baissent un peu, mais sans que ça atteigne le seuil. Par contre, les consommations de cannabis et de cocaïne ne sont pas modifiées dans cet échantillon. L'autre élément qui a été examiné, c'est l'impact sur la qualité de vie, et on a vu dans la communication précédente que la fonctionnalité des patients, la qualité de vie des patients est un élément, on le sait tous, mais c'est important de se le rappeler, est un élément très important. Et là, par contre, on ne trouve pas de différence. Donc ici, l'échelle qui est utilisée, c'est la Nottingham, la NHP, Nottingham Health Profile, qui est une échelle de qualité de vie très centrée sur l'état somatique, médical, donc qui évalue la mobilité des gens, la capacité à se mobiliser, le sommeil, les contacts sociaux, la douleur, les douleurs, l'état émotionnel et le sentiment d'énergie. Et donc ce qu'on voit dans les deux groupes, et sans qu'il y ait de différence, ce qu'on voit dans chaque groupe de façon significative, mais sans qu'il y ait de différence entre le groupe traité par méthadone et le groupe traité par buprenorphine, c'est une amélioration de ces différents domaines, donc sur le score global, et en sachant que, précision, pour la NHP, plus le score est élevé, plus l'état est dégradé. Donc une baisse du score est une amélioration de la qualité de vie, pour que chacun interprète bien. Donc vous voyez que les patients s'améliorent
dans chacun des domaines, sans que ce soit significatif pour la mobilité ici, mais sur les scores totaux, il s'améliore. Donc, au total, pour conclure, sur cette étude en conditions naturelles ou de façon prospective, des personnes qui venaient demander de l'aide ont été évaluées et où les cliniciens ont décidé de les traiter par méthadone ou buprenorphine et ensuite leur devenir à 12 mois. On voit que ce soit la méthadone ou la buprenorphine, la sévérité de l'addiction baisse. La qualité de vie augmente dans l'ensemble des domaines étudiés. La quantité d'héroïne le pourcentage de personnes consommant de l'héroïne et d'autres opiacés baisse et le nombre de jours de consommation d'héroïne pour ceux qui continuent de consommer baisse aussi de façon très importante. On note dans le groupe méthadone un élément que je n'ai pas montré, mais qui est une tendance à une baisse plus importante du nombre de personnes qui consomment des opiacés, notamment pour les opiacés autres que l'héroïne. Et on note dans le groupe buprenorphine, là, à un niveau significatif, une modification de la consommation, une réduction concomitante de la consommation d'alcool, de cocaïne et de cannabis et de benzodiazépine, qui n'était pas trouvé dans le groupe méthadone. Comme vous vous en souvenez, dans ce groupe, la dose moyenne de méthadone était de près de 90 mg et la dose moyenne de buprenorphine de près de un peu plus de 14 mg par jour. Je vous remercie. Voilà, on a encore un petit moment pour quelques questions. Je vais peut-être poser une question à Marc. Je suis frappé, moi qui viens que tous les 2 ans, de l'importance que prend maintenant la buprenorphine dans les études cliniques, dans les études de comparaison. Et particulièrement cette année, il y a beaucoup de résultats qui paraissent finalement très intéressants, indépendamment du fait que ce soit le laboratoire qui finance ces études. Mais objectivement, on a l'impression là qu'on a une molécule intéressante. Alors, question, maintenant, face à un héroïnomane qui vient consulter, quelle est la politique de prescription? Alors, est-ce que tu vas donner tout de suite la buprenorphine? Comment tu vas répartir un petit peu la prescription de méthadone ou de buprenorphine par rapport à la demande d'un héroïnomane qui vient consulter? On répond tous. Dans le contexte français, la réponse est toute faite, puisque l'accessibilité de la buprenorphine fait que, de fait, les gens se voient offrir la buprenorphine avant la méthadone. Et donc, on va utiliser généralement la méthadone en deuxième intention d'un échec de buprenorphine. Après, quand on regarde de façon plus rationnelle, voilà, si on avait vraiment le choix, si on a quelqu'un de façon vierge de tout traitement, compte tenu de la tendance qu'il y a compte tenu de 2 informations différentes, c'est-à-dire l'une d'une efficacité comparable, même si sur certains détails, l'un ou l'autre peut être plus efficace, mais globalement d'une efficacité comparable. Et que par ailleurs, on sait, puisqu'il n'était pas là présenté, mais on sait qu'en cas de mauvaise utilisation, les dommages collatéraux, notamment létaux, sont beaucoup moindres avec la buprenorphine. Et enfin qu'il y a une tendance dans la plupart des études à ce que, même en contrôlant la qualité, le dosage et l'optimisation, c'est plus facile avec la buprenorphine d'avoir moins d'effets secondaires qu'avec la méthadone. Ça paraît, et si on met de côté, ce qui reste un sujet débattu, le coût, puisque dans tous les pays, la buprenorphine est plus chère que la méthadone, ça paraît logique de commencer en premier par la buprenorphine. Si ça doit marcher, ça peut être intéressant pour le patient. Et puis, et un autre élément qui est à prendre en compte en pratique, c'est que si un traitement par buprenorphine ne marche pas, passer de la buprenorphine à la méthadone, c'est assez facile, alors que si un traitement par méthadone ne marche pas, ce qui arrive parfois,
le passage de la méthadone à la buprenorphine est plus difficile pour le clinicien, mais surtout plus dur pour le patient. Aussi, j'ai été aussi surpris que Jean-Pierre, face à cet exposé miraculeux sur le sevrage de la buprenorphine, après 12 mois, la possibilité d'arrêter quasiment sans qu'on ait de rechute ni de craving important. Moi, pendant toutes ces années de méthadone, c'était la croix et la bannière d'arriver face à des patients chroniques, de diminuer la méthadone, et même en dessous d'un certain seuil, réapparaissait la comorbidité psychiatrique. Et alors, on peut se demander si, avec la méthadone, on n'a pas une imprégnation des récepteurs morphiniques à un moment donné, au fil des années, et que ça devienne de plus en plus difficile de sevrer. Et que peut-être la buprenorphine a une action moindre du point de vue neurobiologique sur ces systèmes, et qu'avec un système justement où l'effet va durer un mois, il y a une dilution qui se fait, et ce qui expliquerait la facilité. Et puis d'autre part, peut-être qu'après 1 an d'abstinence, c'est peut-être une période minimale pour que le craving disparaisse, en fait, qu'il y ait un reconditionnement par rapport au craving. Et peut-être là, s'il y a des études qui peuvent être faites sur le temps qu'il faut pour que le craving diminue, ça peut expliquer peut-être un des risques. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelques... Je vois qu'il y a une question dans la salle, mais juste avant, il faut peut-être faire attention aussi, donc l'étude auquel tu fais allusion, qui a été présentée dans une session précédente, c'est-à-dire, il faut faire attention au résumé. C'est-à-dire, le résumé montre qu'après 1 an de traitement, il y a des gens qui ne rechutent pas de façon significative, mais mais c'est à peu près la moitié qui rechute. Donc cette étude, suivant, c'est comme la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. C'est-à-dire, on peut la voir en disant, tiens, mais c'est formidable, peut-être les traitements n'ont besoin de se faire qu'1 an. Et après 1 an, le traitement peut être arrêté. Ou, tiens, peut-être que pour ceux qui rechutent après 1 an de traitement efficace, eh bien, il y en a qui on sait de cette étude qu'ils ont besoin d'un traitement plus long. Hein, et donc, la question qui est la question à beaucoup d'euros, c'est comment savoir à l'avance celui que l'on peut arrêter sans dommage et celui qu'on ne peut pas arrêter. Pour le moment, on ne sait pas. Donc la recommandation clinique sur le terrain, elle reste que, comme pour les maladies chroniques en général, quand un traitement marche, il n'y a pas de raison de l'arrêter en l'absence d'effets adverses, secondaires ou d'inconvénients importants, et de bien en informer le patient. Mais peut-être qu'il y a une... Found that the reduction in heroin use and Dans votre étude, on montrait une réduction de l'utilisation des opiacés. Est-ce que vous avez regardé l'association possible entre l'usage des opiacés et le critère fonctionnel que vous mesurez? Par exemple, vous avez montré qu'il y avait une diminution de l'utilisation des opiacés et une amélioration de la fonction sexuelle, comme le montrait Marc. Est-ce qu'il y a une amélioration qui est associée à cette réduction de l'utilisation des drogues? Alors, je dis ça, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons eu une longue discussion avec la FDA qui utilise le seul critère d'autorisation d'un traitement, l'abstinence complète. Et notre argument est le suivant. Une amélioration ou une réduction de l'utilisation devrait être utilisée comme critère d'autorisation d'un traitement. Alors, la réponse de la FDA est la suivante. Montrez-nous qu'il y a une vraie amélioration. Et vous avez ces cohortes de qualité avec un bon recul. Est-ce que vous auriez des données qui pourraient être analysées et corroborer notre position? Actuellement, nous avons soumis un article dans lequel nous examinons ce problème. Ce que nous voyons, alors différentes choses à vrai dire. Quand on se concentre sur la qualité de vie,
et sur les critères qui marquent la qualité de vie, et on regarde le groupe qui a la meilleure qualité de vie, et qu'ensuite vous décrivez le groupe en termes de comportement d'usage, vous n'avez jamais une abstinence à 100%. Donc, on se concentre plutôt que sur l'abstinence, on se concentre plutôt sur la qualité de vie. Et globalement, ceux qui ont une bonne qualité de vie, généralement, consomment plus. C'est-à-dire, ils ont une bonne qualité de vie, mais ils sont toujours usagers. Et quand on va plus dans le détail, et c'est là où je pense que l'abstinence n'est pas le meilleur critère, quand on est en présence d'une condition chronique, il faut quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas binaire, c'est-à-dire où on répond par oui ou non. On voit que la majorité des personnes continuent d'être usagées. Simplement, ils réduisent leur usage. Par rapport, donc ils utilisent par exemple, ils sont usagés une fois au cours des 30 derniers jours, mais moins. Et quand on regarde aux données qualitatives, ils utilisent aussi une moindre quantité de substances par jour de consommation. Donc je pense qu'il est important de faire la distinction entre quelqu'un qui est en traitement et qui réduit son critère principal d'une personne dont le devenir ne change pas. Par exemple, quelqu'un qui est sous traitement et qui ne réduit pas le nombre de jours de consommation ou la quantité consommée. Donc je pense que le vrai problème avec la FDA et les autres agences réglementaires, et même d'ailleurs pour les prestataires de santé, si on ne mesure que sur un critère binaire auquel on répond oui ou non, eh bien rien n'est blanc ou noir. On ne peut pas répondre à 100% oui ou 100% non. En tout cas, pas dans ce cas de figure. Ça rend les choses plus compliquées. Et du coup, la réussite du traitement, on peut estimer qu'on a une réussite de traitement, qu'on a une réduction d'usage à 90%. On ne peut pas dire que c'est un échec quand quelqu'un a réduit de 90% sa consommation. Et c'est vrai, c'est là qu'on risque d'avoir des gens qui arrêtent le traitement alors que c'était un traitement qui fonctionnait. Et ça rend les gens ensuite désespérés et ils leur retombent. Et désolé de répondre de manière aussi longue, mais si on demande à un patient qui n'est pas abstinent de le devenir, et qu'il a quand même réduit de 90% le nombre de jours où il utilise les substances, et il a réduit la quantité réduite, pourquoi lui demander de devenir abstinent à ce patient? Oh. Pardon, le son est très mauvais. Est-ce qu'on pourrait... Non, est-ce qu'on pourrait donner un autre micro à l'orateur? Pardon, c'est très... Merci. Merci beaucoup, messieurs. Alors, je suis très curieux de voir votre étude parce que je suppose que vous étudiez des patients qui ont peut-être en sous-jacent un trouble psychotique ou une dépression parce que c'était une étude en vie réelle. Est-ce que vous avez vérifié s'il y avait une quelconque amélioration, une différence entre le groupe méthadone et buprenorphine? Parce qu'on a quelques preuves, entre guillemets, selon laquelle la méthadone fonctionnerait mieux sur les symptômes psychotiques plus que la buprenorphine et qu'il serait mieux sur les symptômes dépressifs. Vous en tenez compte dans votre étude? Alors, au global, il n'y avait pas de grosses différences, mais quand on repasse en détail en se concentrant sur ce point, oui, il y a peut-être une légère différence. Alors, on a une belle cohorte, plus de 100 sujets à peu près par groupe. Mais c'est vrai que quand on veut vérifier trop de choses à la fois, on perd de vue l'objectif final. Mais c'est vrai qu'on va repasser ces données en revue pour voir s'il y a cette différence que vous évoquez. Peut-on donner un micro, s'il vous plaît? En suivant des patients pendant des dizaines d'années, je crois qu'une récidive après un an, c'est une catastrophe. Et je crois que le critère le majeur pour moi, c'est la qualité de vie. Si un patient retravaille à retrouver des relations affectives stables et, comment dirais-je, à trouver un logement, c'est une façon de voir ou d'éprouver les choses. Mais des patients qui veulent diminuer leur substance en se disant ça va aller mieux parce que je me sens bien,
Je pense que ce n'est pas un bon critère.